Public Sénat. Voilà, nous sommes en direct avec Brice Hortefeux. Bonjour Brice Hortefeux, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Mon cher Gilles, bonjour. Les sujets ne manquent pas. On va parler évidemment d'un domaine que vous connaissez bien, qui est celui maintenant de Manuel Valls, donc la politique du ministère de l'Intérieur, de la conférence sociale, et puis globalement des affaires politiques ensemble. D'abord, l'argument consiste à dire du côté des syndicats, maintenant il y a du dialogue, il n'y en avait pas avant. Là, je parle de la conférence sociale. Est-ce que ça vous apparaît comme un argument, comment peut-on dire, de mauvaise foi? En tout cas, c'est un mauvais argument. Je ne sais pas si c'est une mauvaise foi, mais en tout cas, c'est un mauvais argument parce que le dialogue social, c'est naturel. Et d'ailleurs, les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, l'ont pratiqué. Et le gouvernement auquel j'ai participé l'a pratiqué. Quand j'étais moi-même ministre des Relations sociales, j'étais naturellement attentif à ce qu'il y ait un dialogue permanent avec les organisations syndicales. Bon, finalement, alors pourquoi disent-ils le contraire? Pourquoi ont-elles dit, on se souvient de Bernard Thibault appelant à voter contre Nicolas Sarkozy? C'est qu'à un moment, il y a quand même une vraie crispation entre l'équipe que vous représentiez et les syndicats qui aujourd'hui disent ça a changé. Oui, ce qui a changé, c'est le lieu, le bâtiment peut-être. Oui, ça c'est un constat, c'est pas une analyse. Bon, la réalité, c'est que le dialogue, par définition, suppose à la fois des accords et de la confrontation avec les organisations syndicales. C'est vrai qu'il y a eu, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, un dialogue qui a été vif, notamment sur la question de la réforme des retraites, une réforme extraordinairement difficile, une réforme pour laquelle on avait empilé pendant des années des rapports, et que Nicolas Sarkozy, avec le gouvernement de François Fillon, a décidé de saisir à bras-le-corps. Donc, sans doute, cet échange a laissé des souvenirs, mais ce qui compte, c'est précisément la conséquence pour les Français, c'est que cette réforme que l'on a fait passer, c'est vrai avec les réserves exprimées par certaines des organisations syndicales, et bien cette réforme est aujourd'hui jugée à l'évidence. Jean-François Copé, ce matin, dans les colonnes des Échos, parle pour la conférence sociale de cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Et puis il y a l'autre aspect qui est intéressant sur le fond, dans le domaine de la compétitivité des entreprises, qui est l'histoire de la transfert finalement des projets qui étaient les vôtres de la TVA sociale vers une sorte de CSG sociale. Alors est-ce que finalement c'est pas exactement la même chose, sauf qu'on change de... Non, écoutez, il faut dire là aussi simplement les choses. Ça fait 10 ans que la gauche était dans l'opposition. Et l'on pouvait attendre, et je le dis vraiment sans vouloir polémiquer, je le dis vraiment très sincèrement. On pouvait attendre qu'après 10 ans d'opposition, c'est-à-dire 10 ans d'observation, 10 ans de possibilités de réflexion, qu'il y ait des propositions. Or, qu'est-ce que l'on observe? On observe que sur les retraites, on va se concerter, sur la compétitivité, on va créer une commission, que sur la protection sociale, on va saisir une haute autorité, et que sur le SMIC, on va réfléchir. Voilà ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de la réflexion, mais en tout cas certainement pas des décisions. Et je pense que notre pays... Et la piste de la CSG, elle vous paraît logique? Alors sur la piste de la CSG, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je suis vraiment là aussi très frappé. La semaine dernière, j'ai préparé une interview pour un quotidien du matin. Dans cette interview, j'indiquais, la question qui m'était posée, j'indiquais que si on renonçait à la TVA anti-délocalisation, on irait très certainement, inéluctablement, vers une hausse de la CSG. L'après-midi même de cette interview, faite je crois le matin ou quelques heures après, j'entends le ministre du Budget dire deux choses, que la CSG, hausse de la CSG n'est pas d'actualité, et que d'ailleurs, ça ne fait pas partie du programme de François Hollande. Bon. Moi, a priori, j'écoute et j'ai plutôt envie de faire confiance à ce qu'est la parole publique. En tout cas, c'est comme ça que je le concevais quand j'étais au gouvernement. Donc je demande aux journalistes de retirer cette partie de ma réponse évoquant cette hausse de la CSG, puisque le ministre disait que ce n'était pas le cas. Donc, naturellement, j'ai tendance à le croire. Et puis, voilà, maintenant, on nous explique que la CSG, c'est une hausse qui est une hausse incontournable. Je pense que ce n'est pas une bonne piste. Je pense que c'est très injuste et que c'est finalement 65 millions de Français qui vont être touchés par la hausse de la CSG, c'est-à-dire concrètement par une baisse du pouvoir d'achat. C'est ça la réalité. La hausse de la CSG, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Gilles Leclerc. Honnêtement, est-ce que c'est pas aussi juste que ce que vous aviez prévu, c'est-à-dire en fait une hausse de la TVA dite sociale à l'époque? Non, la TVA anti-délocalisation, elle est très différente, et notamment sur un point bien précis. Il y a plusieurs points, mais il y a un point qui est, je pense, facilement compréhensible, c'est que cela concernait les produits importés. Et on sait qu'on a à faire face à un certain nombre d'importations, notamment de pays dits émergents, ou d'ailleurs
des pays comme la Chine. Donc là, la TVA anti-délocalisation, c'était ça l'objectif. Là, la CSG, qui est d'ailleurs ça touchait quand même au pouvoir d'achat. Oui, sauf que la TVA, précisément, c'est sur la consommation. C'est pas unilatéral sur l'ensemble de nos compatriotes. Donc ça, c'est naturellement une deuxième différence, qui est une différence majeure. Maintenant, on sait que la CSG, c'est déjà un impôt qui est un impôt important, puisqu'il a rapporté sur les dernières années connues un peu plus de 88 milliards, c'est-à-dire ce que l'on oublie toujours et qu'il faut toujours rappeler, c'est-à-dire que c'est plus que l'impôt sur le revenu, qui est de l'ordre de 50 milliards, et c'est plus que l'impôt sur les sociétés, qui est de 41 milliards. C'est presque du simple au double. Donc c'est déjà un apport très important. Et ça veut dire que si, par exemple, on augmentait la CSG de plus de 1 point, ça veut dire que c'est 10 à 13 milliards, c'est sans doute ça la fourchette, qui serait ainsi ponctionnée. Donc sur le fond, tout de même, quand on entend un président de la République plutôt à gauche qui lie le social et la compétitivité des entreprises, c'est plutôt raisonnable. Je veux dire que c'est quelque chose que mais là, pardon. Même Laurence Parisot l'a souligné. Oui, bien sûr. Mais si c'est une raison tardive. Parce que moi, ce qui m'a frappé aussi pendant toute la période électorale que nous avons connue, c'est que la notion de compétitivité n'était même pas prononcée. Le mot n'était pas prononcé. Aujourd'hui, elle l'est, donc. Oui, ça prouve qu'il y a un retour réalité. Moi, honnêtement, ça me rassure pas. Ou François Hollande est très malin. François Hollande est très malin. Il a fait une campagne. On sait que les campagnes, elle s'adressait d'abord à son électorat, et puis après, rien ne l'empêche, après avoir fait, par exemple, je parle de la période de maintenant, c'est-à-dire un été à gauche, un automne fiscal, donc faire plaisir à son électorat. Après, il fera les réformes que vous avez souhaitées. Oui, enfin pour l'instant, la seule vraie... C'est une interrogation. Bien sûr, je comprends bien, mais la seule nouvelle concrète que l'on retient, c'est que ce qui va être décidé ce mois-ci, c'est 7 milliards d'impôts supplémentaires. Ça, c'est quelque chose de concret. 7 milliards d'impôts supplémentaires. Ce n'est pas la bonne direction. Est-ce que vous considérez, puisque tout à l'heure vous parliez donc de vos responsabilités au gouvernement sur les dossiers sociaux, mais il y a aussi donc le passage au ministère de l'Intérieur, que les hésitations de Manuel Valls sur les contrôles d'identité sont le signe de quelque chose, et d'ailleurs de quoi ? Parce que finalement, il y avait cette idée du récépissé. Maintenant, on parle du bouton. Alors, on est à la télévision avec Gilles, on a tous des boutons, vous aussi sur nos vestes avec des caméras. Est-ce que ça vous paraît des gadgets, des bonnes idées? Est-ce qu'il faut réformer dans ce domaine ou est-ce que tout ça ne sert à rien du tout? Bon, d'abord qu'il faille améliorer les relations entre la police arrêter et la population. Par exemple, arrêter le tutoiement, c'est une idée ébouriffante pour ceux qui en ont les moyens. Et c'est quelque chose que l'actuel ministre de l'Intérieur évoque, que j'ai évoqué, que certainement mes prédécesseurs ont évoqué, que naturellement Nicolas Sarkozy a évoqué. J'imagine que l'on doit pouvoir remonter jusqu'à Clémenceau, certainement. Donc il ne faut pas parer des attraits de la nouveauté à la moindre déclaration. Deuxième réflexion. Sur l'idée du récépissé, moi je n'ai pas critiqué Manuel Valls quand il a évoqué cette idée. Qui a été reprise d'ailleurs par une sénatrice hier. Qui est assez originale, que j'ai suivi d'ailleurs sur Public Sénat. Exactement. Mais je ne l'ai pas critiqué par principe, parce que je m'étais moi-même posé la question. Mais après m'être posé la question, j'avais apporté la réponse. C'est que ce n'était pas une bonne initiative. Et parce que la police qui exerce son activité dans des conditions que vous n'imaginez pas dans un certain nombre de secteurs, que l'on ne peut pas imaginer si on ne s'est pas penché ou si on n'a pas exercé des responsabilités dans ce domaine, eh bien la police n'a pas besoin de méfiance, elle a besoin de confiance. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse bonne idée. Maintenant, oui, et on évoque là aussi le bouton caméra. Le bouton caméra, mais ça existe déjà. Il y a un certain nombre de policiers qui sont déjà équipés de cet instrument qui permet, le cas échéant, de dissiper effectivement ce qui pourrait être des malentendus ou des problèmes. Gilles Leclerc. Brice Hortefeux, est-ce que vous vous intéressez de très près à ce qui va se passer à l'UMP et à la bataille, on peut appeler ça comme ça, entre François Fillon et Jean-François Copé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est, je dirais, sur le socle des idées, ou c'est uniquement un combat des chefs, comme quand même on le voit un petit peu, sans comprendre très bien les différences entre ces deux champions, sachant qu'il y aura peut-être d'autres candidats? Bon. Première réflexion, Nicolas Sarkozy avait su instaurer, faire respecter un climat d'unité au sein de la principale famille politique, pas la seule qui le soutenait.
Et naturellement, on est très attentif, on est un certain nombre à être très attentif à ce que ce climat d'unité, de rassemblement soit respecté. Vous avez l'impression qu'il n'est plus respecté? Ce n'est pas encore le cas. Deuxième réflexion, qui complète immédiatement la première, c'est que oui, à partir du moment où les statuts de notre famille politique, qui est une famille politique moderne, prévoient qu'il y a élection, il est normal qu'il y ait compétition. Quand il y a élection, il y a compétition. Troisième élément, il ne faut pas opposer frontalement telle ou telle personnalité. Nous sommes au sein de la même famille. Donc, et ce qui nous rassemble, ce qui fait notre ciment est beaucoup plus fort que ce qui pourra se dire pendant le temps de campagne. Et quatrième élément, il y a aujourd'hui 2 ou 3 personnalités qui s'investissent et qui préparent cette candidature. Ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas une multiplication de candidatures, ce qui aurait... Mais il n'y a pas de votre part d'indifférence à l'égard de l'un ou de l'autre. Il va falloir que les sarkozystes historiques donnent leur point de vue. Fillon ou Copé? Mais encore une fois, vous ne m'avez pas suivi, si, parce que j'ai dit qu'il y avait possibilité de plusieurs candidatures. Je ne souhaite pas qu'il y en ait un nombre illimité. Ce que j'ai indiqué. Imaginons qu'il ne soit que 2 et que vous deviez choisir ce matin. Eh bien, justement, comme c'est pas ce matin, c'est plus tard, pour une simple raison. Déjà, c'est que si François Fillon s'est déclaré, ce qui est tout à fait son droit, ce qui est tout à fait normal, c'est lui qui est maître de son calendrier, Jean-François Copé, aujourd'hui, a décidé de se consacrer à sa fonction de secrétaire général de l'UMP, c'est-à-dire a été un peu de soutien chargé d'organiser l'opposition. Parce que ce qui compte, bien sûr... Une démarche qui vous plaît plus. Bien sûr, c'est très important, notre organisation, mais notre organisation, elle doit servir à une chose, c'est à construire une opposition qui soit claire, qui soit offensive, qui soit positive et qui soit déterminée. C'est cela l'objectif. Donc Jean-François Copé a dit qu'il ferait connaître la nature de son engagement au moins à l'automne, et puis on voit à l'automne ou à la fin de l'été. À ce moment-là, on aura l'occasion les uns et les autres d'indiquer le choix. Mais le choix, ça peut être le choix d'une personne, ça peut être le choix au contraire de ne pas s'engager, de ne pas dire ce qu'elle est le sens précisément de son choix. Donc on verra bien le moment venu. Est-ce que Nicolas Sarkozy, d'après ce que vous pouvez savoir, s'intéresse à ce sujet? Est-ce que vous l'avez au téléphone? Tout simplement, comment va-t-il? D'abord, premier élément, il va bien, il est aujourd'hui, c'est pas du tout un secret, aujourd'hui au Canada, il sera dans quelques heures, quelques jours de nouveau à Paris. Il suit de très près les questions internationales, il a d'ailleurs toujours beaucoup de contacts internationaux, il est très attentif aux questions européennes, parce que le véritable enjeu, on en parle peu, mais en réalité le véritable enjeu à terme, c'est quand même l'évolution de la construction et l'évolution de l'Europe. Il est attentif aussi aux questions de société de notre pays, mais il ne se préoccupe pas de la vie politique quotidienne et naturellement il n'entend pas interférer dans la compétition, dans l'élection au sein de notre famille politique. Vous lisez la presse attentivement, Brice Hortefeux, l'idée du retour, de la revanche, d'un avenir politique, parce que ça s'écrit déjà. Oui, ce que j'observe surtout, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas un matin dans un journal ou dans les journaux où il n'y ait pas cette idée que Nicolas Sarkozy puisse revenir. En tout cas, ce que j'observe aussi dans les journaux, je n'ai pas d'autres informations que celle-là, c'est que les Français considèrent à juste titre qu'il a particulièrement réussi, j'allais dire, son départ ou sa sortie, que c'est massivement approuvé. Et deuxième élément, qu'il y a aujourd'hui un Français sur 2 déjà qui considère que le bilan de son quinquennat est un bilan positif. Ce sont ces éléments-là. Pour le reste, tout ceci n'est que littérature. Merci Brice Hortefeux d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, on se retrouve évidemment demain. Bonne journée à vous. Bien sûr, il y a eu des premiers ministres incompétents d'ailleurs. C'est François Giroud qui disait le jour où on nommera des femmes incompétentes, là on pourra se dire qu'on sera l'égal des hommes. Elle avait bien raison. Les femmes représentent aujourd'hui un quart des parlementaires, la moitié des ministres, mais elles ne sont pas encore tout à fait des politiques comme les autres. Alors quelle attitude adoptent-elles quand elles sont au pouvoir? Se distinguent-elles des hommes dans leur communication, leur manière de parler d'elles? Et la nouvelle génération se démarque-t-elle de la précédente? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, celle dont le style suscite toujours pléthore de commentaires. Déshabillons-les, présenté par Hélène Risser, c'est ce soir à 18h15 sur Public Sénat.
un homme qui appartient, je ne sais à quel trop pays ou quel continent, et qui accepte de donner sa vie pour un pays dont il n'est pas. Pour moi, c'est le comble de l'abnégation.